Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 100% tactique autour du Classico qui aura lieu ce week-end. Le but est simple, on va essayer de comprendre ce qui a fonctionné tactiquement pour le Barça et le Real lors des derniers Classicos. On va également analyser ce qui a moins bien fonctionné, afin de comprendre les potentielles failles que pourraient exploiter Hansi Flick et Carlo Ancelotti pour le prochain match. Bon, comme d'habitude on ne perd pas de temps, on démarre tout de suite par l'analyse tactique du Barça. C'est parti. Sur la feuille de match, voici le dispositif tactique qu'a utilisé Hansi Flick lors des derniers Classicos. Alors, ne faites pas attention aux joueurs titulaires que vous voyez, on y reviendra plus tard. Donc on est sur un 4-2-3-1 très offensif, parce que le double pivot est constitué de joueurs très créatifs et peu impactants physiquement et défensivement, avec Pedri et De Jong, chose inhabituelle dans les 4-2-3-1 que l'on voit généralement dans le football moderne, où on retrouve régulièrement des doubles pivots avec des profils athlétiques et solides défensivement. Maintenant, qu'on regarde ce qui se passe sur le terrain, je vois deux dispositifs tactiques complètement différents de celui-ci. On va les analyser lorsque le Barça a la possession. Pour commencer, voici le placement des joueurs au début d'une phase de construction à la relance du gardien. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur un 4-2-1-3 avec les attaquants qui collent la ligne de défense adverse, d'une part pour empêcher la ligne de défense d'exercer un pressing plus haut sur le terrain, parce que du coup le fait d'avoir trois attaquants aussi haut, ça met la pression sur la défense parce qu'en cas de longue relance, il peut y avoir une supériorité numérique des attaquants, et d'autre part ça libère le milieu offensif que l'on voit tout seul entre les lignes. Puis, lorsque le ballon est mis en jeu, et c'est très régulièrement par une relance courte comme le prouve ce tableau, on peut voir que le Barça est l'équipe de Liga qui a fait le moins de dégagements depuis le début de la saison, avec seulement 550 dégagements effectués. Et quand on compare avec Leganés, la première équipe de ce classement, il n'y a pas photo. Regardez, Leganés a effectué 1098 dégagements, soit 2 fois plus que le Barça, c'est énorme. Donc ça suppose bien que le Barça est une équipe qui privilégie les relances courtes, d'où la nécessité pour les attaquants de coller la ligne de défense adverse pour libérer des possibilités de passe pour des joueurs positionnés plus bas. Ensuite, lorsque le ballon est mis en jeu et donc que le bloc adverse recule, les défenseurs latéraux montent pour se mettre au même niveau que le double pivot afin d'étirer un maximum le jeu, et on observe deux types de mouvements bien précis. D'une part, Rafinha va se réaxer parce que, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, même s'il est positionné en tant qu'ailier gauche dans le 4-2-3-1 sur la feuille de match, il n'a pas du tout le rôle d'un ailier dans cette équipe. Son rôle est de prendre la profondeur et de proposer des appels en partant du demi-espace gauche afin de libérer le couloir pour le latéral gauche. On peut voir sur l'image qu'il fait un mouvement vers l'intérieur pour laisser Baldé prendre l'espace. Et par contre, de l'autre côté, Lamine Yamal, lui, il reste dans la largeur, car contrairement à Rafinha, Yamal a de plus grosses capacités de dribble et de percussion, ce qui peut lui permettre d'évoluer tout seul sur son aile droite. Pour vous prouver tout ça, voici le positionnement moyen des joueurs du Barça contre l'Inter. On voit bien que Rafinha, ici avec le numéro 11, évolue clairement dans l'axe, et que Yamal, lui, a tendance à rester sur son aile droite. Il faut aussi noter que le positionnement moyen de Gérard Martin est très bas sur l'image, mais lorsque Baldé reviendra, lui aura un positionnement moyen plus haut car il a un profil plus offensif et se projette beaucoup plus souvent vers l'avant. Pour moi, Baldé est le complément parfait de Rafinha dans ce système, même si Gérard Martin ne démérite pas à ce poste. Et du coup, pour revenir au dispositif tactique en phase de construction, lorsque le Barça est installé dans le camp de l'adversaire, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, le but est d'occuper les 5 couloirs, Baldé sur l'aile gauche, Rafinha dans le demi-espace gauche, Lewandowski dans l'axe, Gavi dans le demi-espace droit et Lamine Yamal dans le couloir droit. Le but est très simple. Pour Hansi Flick, en attaque, il faut occuper les 5 couloirs. Je vous avais déjà montré ce schéma qui décrit la tactique que Guardiola utilisait à l'époque où il entraînait le Bayern. En fait, Guardiola exigeait que les 5 couloirs soient occupés par au moins un joueur afin d'étirer les blocs défensifs adverses et pouvoir trouver des possibilités de passe entre les lignes. Bon, on vient de voir quelques dispositifs tactiques lorsque le Barça a la possession du ballon. Maintenant, on va analyser quelques circuits de passe lorsque le Barça lance une attaque à gauche, à droite et au centre. On va commencer par les attaques à gauche, c'est parti. Alors, ce que j'ai pu observer, c'est que lorsque le Barça attaque à gauche, l'objectif est de trouver l'arrière latéral gauche lancé dans la profondeur. Nous verrons plus tard que l'arrière latéral droit n'a pas autant de responsabilités offensives, car l'aile droite est occupée par Yamal, et à lui seul il peut animer tout ce couloir grâce à ses dribbles et sa percussion. La plupart du temps, ceux qui sont au départ des attaques du Barça, ce sont les deux joueurs créatifs du double pivot. Ces dernières semaines, les titulaires sont Pedri et De Jong, mais Casado ou encore Gavi peuvent aussi tenir ce poste. Et du coup, lorsque l'un de ces deux joueurs a le ballon, Rafinha effectue régulièrement deux types d'appels pour libérer l'espace pour le latéral gauche. Donc il effectue soit un appel dans la profondeur, ou soit un appel en direction du porteur de balle pour demander le ballon dans les pieds.
Ce qui est intéressant avec ces déplacements, c'est que comme initialement Rafinha est positionné sur le côté gauche, donc c'est le défenseur latéral droit adverse qui est normalement au marquage. Et donc comme on peut le voir ici, si Rafinha décroche, le latéral droit adverse a des chances de le suivre au marquage, ce qui libère instantanément le couloir gauche comme on peut le voir ici avec Baldé. Deuxième possibilité pour libérer le couloir gauche, Rafinha peut proposer des appels dans la profondeur, de l'aile vers l'axe du terrain, ce qui oblige l'arrière latéral droit adverse de le suivre au marquage, et donc libère de l'espace pour le latéral gauche du Barça qui peut prendre la profondeur. Je vous laisse regarder, on voit Rafinha enclencher un appel axial et le latéral droit adverse le suit, du coup ça libère le couloir et Gérard Martin en profite. Allez, maintenant passons aux attaques effectuées sur le côté droit du Barça. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à Rafinha, Yamal lui il a tendance à rester excentré. Et il y a une deuxième différence entre les deux joueurs, c'est que Rafinha a tendance à demander le ballon dans la profondeur, tandis que Yamal, lui, il préfère demander le ballon dans les pieds. Je vais vous montrer deux tableaux qui vont prouver ce que je viens de dire. Regardez, on va s'intéresser à deux stats. La première, c'est le nombre de touches de balle noté ici, et ensuite, c'est la distance totale de transport qui correspond à la distance parcourue avec le ballon. On peut voir que Rafinha a 55 centiles pour le nombre de touches de balle et 30 centiles pour la distance totale de transport. Et Lamine Yamal, lui, il possède 96 centiles pour le nombre de touches de balle et 97 centiles pour la distance totale de transport. Ça veut tout simplement dire que Yamal a plus souvent le ballon dans les pieds que Rafinha. Et au final, il n'y a rien d'étonnant avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur les rôles complètement différents de ces deux joueurs. Et du coup, vu que Yamal reste sur son aile et demande régulièrement le ballon dans les pieds, et c'est un autre joueur du Barça qui vient occuper le demi-espace droit, comme on peut le voir ici avec Olmo, ou ici avec l'appel intérieur de Koundé qui aspire le milieu gauche du Real et libère l'angle de passe pour Yamal. Et une fois que Yamal a le ballon dans les pieds, il n'y a plus de tactique, c'est toute sa créativité et son talent qui décident du reste de l'action. Et pour finir avec le Barça, parlons de ce qui se passe dans l'axe du terrain. C'est parti. Le but ici sera de trouver un joueur faisant un appel axial. Et du coup, avoir un attaquant dans l'axe qui a le profil de pivot est hyper important dans ce cas, car il peut servir de point d'appui et conserver des ballons grâce à sa puissance, avant de lancer un joueur dans la profondeur comme ici ou ici. Au-delà de ses buts, Lewandowski est hyper important dans ses schémas de jeu, puisqu'il est puissant pour conserver des ballons de haut jeu au contact des défenseurs, et aussi très habile techniquement pour faire des déviations ou des passes précises vers des joueurs lancés. Je vais m'arrêter là pour le Barça car je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais il y a encore plein de circuits de passes hyper intéressants à analyser. On arrive au milieu de la vidéo, petite pause référencement. Si jamais tu aimes ce que tu vois jusqu'à maintenant, n'oublie pas de mettre un like, c'est hyper important parce que ça booste la visibilité de mes vidéos près de l'algorithme YouTube, et donc ça aide la chaîne à grandir. Merci à toi. Tu as dû remarquer que je n'ai pas parlé de la défense du Barça, c'est normal parce que j'en parlerai lorsque je ferai l'analyse tactique du Real. D'ailleurs, l'analyse tactique du Real, c'est maintenant. Pour commencer, regardons le dispositif tactique qu'a utilisé le Real lors du dernier Classico en finale de Coupe d'Espagne. C'est parti. Dans ce Classico, contrairement à d'habitude, le Real a joué avec deux attaquants. Mbappé revenait de blessure, donc ça peut expliquer ce choix. Par contre, dimanche contre le Barça, je ne sais absolument pas si le Real jouera à 2 ou 3 attaquants, parce qu'on a vu que depuis le début de la saison, quand le Real alignait en même temps Vini, Mbappé, Rodrigo et Bellingham, ça n'a jamais vraiment marché, et on a vu les limites contre Arsenal. Partons du principe qu'Ancelotti joue avec 2 attaquants comme lors du dernier Classico. Sur la feuille de match, le dispositif que l'on voit est un 4-4 de losange, mais en réalité c'est plutôt un 4-1-4-1 en phase défensive. Comme vous pouvez le voir ici, on voit bien toutes les lignes, la ligne des 4 défenseurs, celle des 4 milieux, et on voit l'avant-centre et le milieu défensif positionnés entre les lignes. Et en phase offensive, on est sur une espèce de 4-4-2 comme vous pouvez le voir sur l'image. Ici, vous avez la position moyenne des joueurs en phase de possession lors du dernier Classico en finale de Coupe d'Espagne. On voit qu'en phase de possession, Rodrigo a tendance à monter pour soutenir Vini seul en pointe. On voit également que Tchouaméni, ici avec le numéro 14 et Valverde avec le numéro 8, ont des consignes plus défensives que celles données à Ceballos et Bellingham, qui eux jouent un cran plus haut. Et pour ceux qui suivent le Real, vous avez sans doute remarqué qu'Arda Güler est en forme en ce moment. Et si je devais me mouiller, je pense qu'il va être titulaire dimanche. En fait, ça serait fou de ne pas le voir titulaire. Et du coup, s'il est titulaire, ça ne m'étonnerait pas qu'Ancelotti utilise le même dispositif utilisé lors du dernier match de Liga contre le Celta. Regardons le positionnement moyen des joueurs pendant ce match. Il y a 2 éléments qui me font aimer ce dispositif. Le premier, c'est que contrairement au système où tu alignes à la fois Rodrigo, Vinicius et Mbappé, je trouve que quand tu retires un des 3 et que tu ajoutes Güler,
ça apporte plus de densité au milieu de terrain et donc d'équilibre défensif, car étant donné que Carlo joue souvent en bloc médian, il vaut mieux avoir au moins 4 milieux pour resserrer les lignes au maximum sur les phases sans ballon. En effet, sur l'image on peut voir que Güler a un positionnement moyen plus bas que celui de Vinicius et Mbappé, car il est pratiquement sur la même ligne que celle de Bellingham. Le deuxième point positif de ce système avec Güler, c'est que sa présence amène de la technique et de la créativité au milieu de terrain, et ces deux éléments manquent énormément au Real depuis le départ de Toni Kroos. Bon allez, maintenant on va voir ce que le Real a proposé offensivement face au Barça lors des 3 derniers Clasico. C'est parti. On va commencer par analyser ce qui se passe à la relance du gardien. Alors, il y a un schéma de jeu qui s'est répété régulièrement pendant le dernier Classico, c'est que lorsqu'il y avait une remise en jeu au 6 mètres, les défenseurs centraux se positionnaient à proximité de Courtois, comme on peut le voir ici. Les défenseurs latéraux, eux, se mettaient à peu près au niveau des coins opposés de la surface de réparation, et quasi systématiquement, soit Courtois, soit un des deux défenseurs centraux envoyaient un long ballon devant pour sauter la ligne de pressing du Barça, afin d'espérer se retrouver en supériorité numérique à la retombée du ballon, comme ici, dans ce 3 contre 3. Cette tactique a été utilisée tout le match par le Real, car au vu de la philosophie dogmatique d'Hansi Flick, qui consiste à adopter un pressing haut en toutes circonstances, donc c'était prévisible que le bloc défensif du Barça se positionne haut pour bloquer les lignes de passe du Real en direction des défenseurs, quitte à laisser seulement 2 ou 3 joueurs en couverture défensive. Ici sur l'image, on peut voir qu'il y a à la relance 6 joueurs de champ du Real et 7 du Barça, ce qui veut dire qu'une fois que Courtois a fait son dégagement, de l'autre côté de la ligne médiane, il y a 4 joueurs du Real et 3 joueurs du Barça. Cette tactique est donc pertinente car le Real peut se retrouver en supériorité numérique à 4 attaquants contre 3 défenseurs à la retombée du ballon. Et cette tactique utilisée par le Real contre le Barça, on ne la voit pas forcément uniquement sur les phases de relance du gardien, on la voit quasi systématiquement dans toutes les phases de jeu du Real. Regardez ça. Cette saison, contre le Barça, l'objectif du Real a toujours été de chercher le plus vite possible les attaquants dès la récupération du ballon, pour soit provoquer des situations de supériorité numérique comme on vient de le voir, ou bien pour surprendre les défenseurs du Barça dans leur dos, car on le sait, la ligne défensive du Barça est très haute. Des fois ça fonctionne comme ici, c'était lors du premier Classico de la saison où le Barça avait gagné 4-0 au Bernabeu, Kylian Mbappé avait été signalé 8 fois en position de hors-jeu, donc la tactique avait payé ce jour-là. Mais attention, quand le Barça se loupe, ça crée des situations hyper dangereuses comme on peut le voir ici, en 2 contre 2, ou encore ici où Koubarsi est seul en couverture face à Vini et Mbappé. Maintenant parlons de la défense. Alors, avant de parler tactique, je vais d'abord parler d'un homme, Lucas Vázquez. Je ne sais pas si ce sera lui ou Valverde qui sera aligné au poste d'arrière latéral droit dimanche, mais si c'est lui, attention au Real. Sur cette image, je ne comprends absolument pas son placement défensif. Il est supposé être ici, et regardez où il est. Deuxième exemple, et je vais m'arrêter là car je ne veux pas m'acharner sur ce joueur, regardez son placement. Il devrait être devant la ligne médiane comme tous les autres défenseurs du Real pour faire reculer Rafinha, mais pas du tout. Et pourtant sur cette action, Rafinha ne faisait aucun appel de balle, il a juste avancé de quelques mètres puisque le placement de Vázquez le lui permettait. C'est inquiétant. Sinon au niveau de la tactique défensive, contre le Barça, cette saison le Real a joué la plupart du temps en bloc bas. Et d'ailleurs, à chaque fois que le Real a affronté un gros cette saison, ils adoptaient la même approche, bloc médian ou bloc bas. Mais malheureusement pour eux, malgré cette approche défensive prudente, ils concèdent beaucoup trop d'occasions car il y a souvent trop d'espace entre les lignes. Comme preuve, je vais vous montrer quelques screens que j'ai pris lors du dernier Classico. Regardez ça. Sur cette phase de jeu, je précise qu'il s'agit d'une attaque placée du Barça, et donc le Real avait tout le temps d'organiser son placement défensif. On peut voir qu'il y a des trous partout. Normalement, Rodrigo est supposé être dans la ligne du milieu, mais malgré son investissement défensif plus élevé que celui de Vini ou Mbappé, il montre toujours des limites dans son replacement défensif. Autre exemple, il manque un joueur ici, et il me semble que ça devrait aussi être Rodrigo, qui est encore en retard dans son replacement défensif. Et lorsque la ligne du milieu est bien formée, le bloc équipe n'est pas assez compact. Regardez tout l'espace qu'il y a entre la ligne du milieu et la ligne défensive du Real qu'on ne voit même pas sur l'image. Sur cette action, Gérard Martin peut tranquillement se positionner entre les deux joueurs du Real pour recevoir le ballon. Ce n'est pas normal. Que ce soit le Real ou le Barça, ces deux équipes ont des failles en défense, mais ce ne sont pas pour les mêmes raisons. Pour le Barça, si le piège du hors-jeu est mal exécuté, comme on l'a vu tout à l'heure, les défenseurs peuvent être rapidement mis en difficulté face aux attaquants adverses. Pour le Real, ces failles ne sont pas dues à la hauteur de la ligne défensive, mais tout simplement à cause du mauvais placement défensif de tout le bloc équipe et aussi de certaines individualités. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais te dire sur la tactique de ces deux équipes. Alors, je ne suis pas un spécialiste, donc si jamais tu vois autre chose à rajouter dans ces schémas tactiques, dis-moi ça dans les commentaires. Et dis-moi aussi ton prono pour ce Classico. Barça ou Real? Tu vois qui gagner? En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
La semaine prochaine, je sortirai une vidéo de présentation de la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et l'Inter. Donc si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de le faire pour être sûr de ne pas la manquer. En attendant, prends soin de toi, passe un bon week-end et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Touchdown, buzzer beater, do it all now. Ball now, top corner.